Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre vidéo du jour. Aujourd'hui, on va introduire le protocole de routage dynamique OSPF, qui est un protocole à état de lien, et on va voir sa configuration de base en single area, c'est-à-dire en une seule zone. Dans une seule zone, on va voir comment on va procéder pour la suite. Prochainement, on va voir sa configuration dans une architecture multi-area. Un protocole de routage OSPF, c'est un protocole de routage à état de lien qui utilise un algorithme plus efficace que RIP et EIGRP. Il utilise Dijkstra comme algorithme ou SPF, Shortest Path First. Les routeurs collectent l'ensemble des coûts des liens, c'est-à-dire l'ensemble des coûts des liens, les coûts, c'est-à-dire la vitesse des liens. C'est ça, pour chaque vitesse des liens, il attribue un coût. Par exemple, pour un lien de 1 giga, il peut attribuer un coût de 1. Pour un lien de 100 mégas, il peut attribuer un coût de 10. Maintenant, sur sa configuration, il a une bande passante de référence sur laquelle il peut se baser pour établir les coûts de chaque lien. Et en se basant sur ça, il peut construire dans son point de vue un arbre de tous les chemins possibles, c'est-à-dire, c'est pourquoi on l'appelle shortcut password, un arbre de tous les chemins possibles, c'est-à-dire une table topologie, et les meilleures routes sont donc intégrées dans la table de routage. Mais n'oubliez pas, il a une base de données à lui aussi. Donc, à part la table topologique, il a une base de données sur laquelle il va collecter toutes les informations de routage, des autres informations de routage, plus leur coût des liens et les réseaux de destination. Il va les mettre dans sa base de données. De la base de données, il va extraire les meilleurs chemins pour atteindre une destination bien spécifique et il le intégrera dans la table de routage du routeur principal. On en parlera bien plus sur ça de manière hiérarchique, comment elle fonctionne. Maintenant, on va passer à la vérification des adresses IP des routeurs. Sinon, c'est déjà pas bien clair, mais on va quand même vérifier les adresses IP de chaque client et chaque interface avant de procéder à la configuration. Là, j'ai mis, si vous le constatez, j'ai mis Area 0. Excusez-moi, là où si vous constatez il y a Area 0, c'est-à-dire la zone 0. OSPF fonctionne dans une notion de area. Maintenant, cette notion de area, c'est quoi? C'est pour limiter une zone d'administration au sein de l'OSPF. C'est-à-dire les routeurs qui sont dans une même zone vont échanger les informations de routage, mais chacun est indépendant du calcul pour déterminer le meilleur chemin vers une autre destination. C'est-à-dire on peut avoir une autre destination, on peut avoir une autre area qui peut être 1, qui peut être 2, qui peut être 3, mais n'oubliez pas que l'area 0, c'est la area backbone, c'est-à-dire le cœur du zone. C'est la zone principale sur laquelle, si vous créez d'autres zones, elles doivent être liées à cette zone. Donc la zone du départ 0, qui est la zone principale, toutes les autres zones qui seront créées vont joindre le area 0. Maintenant, le area 0, pourquoi le système de zonage dans l'OSPF? On suppose qu'on a une dizaine ou centaine de routeurs dans une seule zone. Imaginez les informations de routage qui vont s'échanger dans tous ces nombres de routeurs. Et elle est gourmand en ressources. OSPF est gourmand en ressources vu qu'elle utilise un algorithme qui calcule tous les liens, tous les coûts des liens. Et sur cette base, elle va calculer encore le meilleur chemin possible. Chaque routeur exécute son propre algorithme, le SPF. Chaque routeur l'exécutera et
il va l'implémenter, il va chercher le meilleur chemin vers une destination bien donnée. Donc, imaginez cette consommation de ressources. Donc, il faut d'abord penser à des équipements plus costauds. Et après avoir acquis des équipements qui ont des équipements performants, mais aussi il faut une notion de zonage. Plus vous avez un certain nombre de routeurs, vous pouvez le scinder en un nombre de zones. Si vous avez 100 routeurs par exemple, au lieu qu'ils s'assoient dans une seule zone, vous pouvez le scinder en zone de 0 à 4 par exemple. Chaque zone peut avoir 5 ou 20 routeurs par exemple. Maintenant, dans chaque zone, les informations de routage sont échangées entre eux. Mais il y a une communication de l'interzonage. Maintenant, l'interzonage, c'est-à-dire il y aura un seul routeur qui a une patte vers une autre zone qui, lui, il va échanger ces informations de toutes les zones sur une autre zone. Donc, c'est vice-versa, ainsi de suite. Toutes les zones vont apprendre les informations de routage de toutes les zones. Maintenant, si tous ces nombres de routeurs sont dans une seule zone, on aura une consommation de ressources qui sera à un niveau élevé, surtout si on a des équipements qui sont moins performants. Donc, il faut toujours penser à vos équipements avant de penser à l'implémenter. Donc, sans tarder, on va passer à la vérification des adresses IP. Le PC client LAN 1, on voit il a l'adresse 172.172.16.1.10. Il a passerelle 16.1 qui est l'interface du routeur. Hein? Le client de LAN 2, il a 172.16.2.10. C'est-à-dire, il a la passerelle 172.16.2.1. Le routeur R1, on va vérifier son adresse IP avec show IP interface brief. Là, on voit l'adresse IP2 qui est configurée sur le routeur R1 et on voit que les ports sont en off. Donc, on va passer au R2 aussi. Router show IP interface brief. Là aussi, on est sûr que nos adresses IP sont bien configurées et ils sont bien en app. Donc, on passe à R3 show IP interface brief. Là, on voit aussi que toutes les adresses IP sont bien configurées et les interfaces sont up. Donc, on doit passer à la configuration de l'OSPF. On va commencer par R0, R1, excusez-moi. On va commencer par R1. La configuration est très simple. On va passer en mode de configuration globale. La commande est toujours router OSPF. Regardez le process ID. On utilise la commande router. Le protocole, on spécifie OSPF. Le process ID, c'est il identifie de manière unique chaque process OSPF exécuté sur un routeur. Mais le process ID, l'ID du process, elle est locale. Elle n'est pas comme EGRP qui se réfère à un système autonome qui doit être unique sur tous les routeurs. Mais là, c'est pour OSPF, c'est-à-dire on peut exécuter plusieurs process OSPF sur un seul même routeur avec des process ID différents. Là, on choisit le process ID 1 par exemple. On va utiliser la commande network, les réseaux qui sont connectés, directement connectés, 172 16 1.0 en/24. On va utiliser la notion de wildcard mask. La notion de wildcard mask, c'est-à-dire pour avoir le wildcard mask, vous allez prendre le masque de 24 bits de ce réseau et vous allez soustraire le masque qui est en 32 bits. C'est-à-dire vous allez d'abord mettre en comparaison le 4 fois 255 toutes les 32 bits, c'est-à-dire les 4 groupes d'octets. Les 4 octets, vous le mettez
255, 255, 255, 255. Et vous allez soustraire 3 fois 255.0. Vous allez obtenir ça. Donc, le wildcard mask, avec ça, on va procéder. On a bien parlé qu'il utilise un principe de zonage. Et la zone de démarrage, elle est la zone principale. Et nous, dans notre cas, on va voir, on a que 3 routeurs. On va commencer par la zone principale, qui est la zone 0. On dit set area ID. Maintenant, area, regardez, area, vous voyez, les areas, on peut avoir une zone de jusqu'à combien de millions déjà? 429. C'est beaucoup, vraiment c'est beaucoup en décimale. Donc on peut mettre c'est en, n'oubliez pas c'est 4 milliards, c'est-à-dire en 32 bits. Hein. Donc on peut avoir un nombre de zones jusqu'à 32 bits, c'est-à-dire jusqu'à 4 milliards. Donc area 0. Là c'est, je rappelle pour network, pour le deuxième réseau qui est connecté, slash 30, 10.1.1.0, slash 30, c'est-à-dire le masque sera 2.0.0.3, c'est-à-dire le dernier champ de 255 moins 252, ça sera 3. Maintenant, area ID 0. Et c'est fini pour celui-là. Donc pour R1, je reviens. On part à R2. La même chose. En mode de configuration globale, routeur OSPF, le process ID, je peux prendre 2 pour vous montrer que c'est un truc local. Network 10.1.0, les réseaux qui sont directement connectés à lui, area 0. Maintenant, network, toujours 10.4, area 0. Et je reviens sur R3, mode de configuration globale, routeur OSPF 3, network 10.1.4, masque 1, wildcard masque 00.3, area 0. Maintenant, network, le réseau qui va vers l'utilisateur, 172.16.2.0 en wildcard masque 255, area 0. Et là, on va attendre un peu, on peut accélérer, on va attendre, on va voir si ils ont regardé. Le R1, il a dit OSPF, adjacence, il est voisin du routeur qui a l'adresse IP.5. Là, c'est-à-dire, il a bien trouvé, il a bien formé son voisinage. Là, on peut voir. On peut vérifier show IP OSPF neighbor pour voir la table du voisinage. On voit que le routeur R1 est voisin au routeur, il est voisin au routeur R2. Regardez ici, il y a une erreur. Vous voyez, on dit neighbor ID. Ce n'est pas l'adresse IP. Neighbor ID, en fait, il choisit un ID pour chaque routeur. Maintenant, le choix des ID, le routeur va chercher l'adresse IP de l'interface loopback la plus élevée. S'il n'y a pas d'interface loopback qui a été configurée, il va chercher l'adresse IP la plus élevée de ces interfaces pour le choisir comme un NID pour se faire identifier. Maintenant, on va voir prochainement, c'est plus structuré de le faire de manière explicite, c'est-à-dire configurer le routeur ID pour chaque routeur. Par exemple, pour R1, on peut mettre un routeur ID qui est de 1.1, pour 2, pour 2.2, pour le 3, pour 3.3, juste pour que ça soit bien structuré, bien visible pour la visibilité. Mais là, si on le laisse choisir parmi les adresses IP de ces interfaces, elle peut nous mettre des confusions.
C'est juste que pour que vous puissiez le voir, là sur R2, on peut voir show IP OSPF, neighbor. On voit qu'il a il a deux voisins. Le voisin R1 et le voisin R2. Chacun avec l'ID du routeur, l'adresse IP la plus élevée de ces interfaces. Donc, sur R3, on va voir aussi les voisins de show IP OSPF neighbor. Regardez. Là, il est voisin du routeur 2. Les voisins du routeur 2. Maintenant, on va vérifier show IP OSPF, la table topologique, la base de données, excusez-moi, show IP OSPF database, sa base de données. Regardez, dans sa base de données, on dit link ID, ce sont les routeurs ID, ce sont le choix des ID pour chaque routeur. Advertise router, le routeur qui a averti, c'est le routeur qui a averti, c'est-à-dire l'adresse IP. Voilà l'adresse IP qui a été apprise. Et voilà l'adresse IP aussi qui va vers le client qui a été averti dans le process OSPF. L'adresse IP aussi qu'il a reçu. Maintenant, le Network Link State Area, c'est-à-dire le réseau qui lui, il en a, il a à sa connaissance. Regardez ici, là, voilà, c'est ça que lui, il partage. Comme c'est un réseau qui est directement connecté à lui. Et le 172.16.1.1 qui est l'interface du routeur, le routeur ID, c'est-à-dire le R1, lui aussi, il a envoyé des informations de routage. Ici aussi, on voit l'advertise, ça c'est lors de la première échange des messages LSA, c'est-à-dire l'échange des messages LSA pour former une table de voisinage. Après, ils vont s'échanger plus de LSA, c'est-à-dire le message LSA contiendra toutes les informations de routage, toutes les informations contenant les informations les réseaux qui ont été avertis. Ils vont s'échanger. Après, ils vont calculer le meilleur chemin vers chaque destination. On va vérifier notre table de routage sur IP route. On voit que les routes qui ont été apprises par OSF, ils ont un code OFO. Le réseau 10.0.0/30, il a un coût de 2. La distance administrative de OSPF est en 10. Maintenant, via le routeur R2. Ouais, le routeur, pour aller l'utilisateur 1 du routeur R1, il a un coût de 3. Il a un coût de 3 parce qu'on a utilisé des interfaces gigabit. Comme je vous ai dit, pour chaque interface gigabit, le coût est de, le coût est de 1. Si c'est une interface face Ethernet, le coût sera encore plus élevé. À ce niveau, on peut aller faire un ping à partir de notre utilisateur client de LAN 1 vers client de LAN 2, 172.16.2.10. On va attendre voir. Voilà. Là, on voit que le ping passe. On arrive à voir notre client de LAN 2 grâce à OSPF qu'on vient de configurer. Donc, ce qui est un protocole de routage dynamique à état de lien. Le premier timeout, c'est dû aux requêtes ARP que le PC client doit utiliser avant de réencapsuler la trame pour envoyer à sa passerelle par défaut. Merci à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci de signaler, de commenter, de vous abonner, de vous abonner et aussi n'oubliez pas de liker de manière à ce que vous pouvez recevoir toutes les alertes de nos publications. Vos commentaires sont les bienvenus. Nous sommes là tous pour apprendre. En échangeant, on va tous en apprendre. Mais en le gardant seul, on finira par perdre le minimum, le peu de connaissances qu'on en possède.
Mais partagez-le avec moi. Je serai ravi de lire vos commentaires suggérant comment je peux améliorer, comment je peux évoluer, comment je peux changer de méthodologie, comment je peux apprendre encore beaucoup plus. Et merci beaucoup. À tout à l'heure.